maintenant, j'invite M. Pascal Vien de la ferme Vimo à nous présenter la dernière conférence, mais non la moindre. On a commencé avec l'agriculture, on va finir aussi avec l'agriculture. Le rôle de l'agriculture dans l'évolution du climat. Alors, sans plus tarder, je vais vous installer l'ordinateur puis vous laisser la parole. Bonjour. Merci au comité de m'avoir invité. Je trouve que c'est important, l'agriculture, ça fait partie de la société aussi. Puis, je suis plus à l'aise chez nous, à la ferme, dans mes champs. Ça se peut que vous voyez aussi des fautes d'orthographe. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas scientifique. Bon, je vais présenter mon équipe. Dans le fond, mes parents sont actionnaires, mais sont retraités. En bas, c'est mon frère Christian, ma sœur Marilyn, puis moi, Pascal. Nous autres, on est les frères et sœurs, la relève. La photo est vieille, mais je paraissais plus jeune peut-être. Pour ça, je l'ai gardée. On se trouve être, nous, de la relève, la 4e génération. La ferme, cette année, fêtait ses 100 ans. Puis, je pense que ça fait partie un peu du processus de se doter d'une vision 100 ans pour ce qui va s'en venir. C'est un peu pour ça qu'on a fait des changements. Présentation de la ferme. Production laitière, 185 vaches à la traite. On a une porcherie aussi en partenariat, 300 truies, naisseurs, finisseurs. 500 acres en culture, 300 acres en prairie, 140 acres en maïs en silage, 70 acres en blé, une dizaine d'acres en pâturage. Pourquoi je suis ici? Je me posais la question en montant. Mais non, je suis un curieux de nature. Là, je suis passionné des sols. Puis, j'écoutais les autres présentations avant. Puis, il y a tout le temps un interrelié de relations avec la société, les sols, les énergies, peu importe, tout ce que... Puis, aujourd'hui, je suis venu en apprendre aussi, là. C'était vraiment intéressant. Puis c'est ça, partager nos intérêts, puis on découvre des gens passionnants, juste au dîner, jaser avec les gens, l'entraide, se pousser à aller plus loin. Puis pour eux surtout. Ça se trouve être mes parents, puis tous les petits-enfants. Chez nous, on est 7, puis on est rendu à 20 petits-enfants. Il y en a 4 là-dedans que c'est les miens. On est bien fiers. On veut lui laisser un monde un peu meilleur. Merci. Donc, je dirais peut-être un petit peu de théorie. C'est quoi la séquestration du carbone d'un sol? Pour moi, ça va de pair avec la santé des sols. Puis je trouve que plus on va les corréler ensemble, plus le message va être plus facile à passer, même au niveau des producteurs. De ne pas penser que la séquestration de carbone, c'est encore un rajout de paperasse. On en a déjà pas mal, mais si on le voit de même, ça passe, c'est plus facile. Autour de 50 % de la matière organique du sol, c'est du carbone. Donc, il faut valoriser le cycle. Puis si on réussit à augmenter nos taux de matière organique dans nos sols, on vient augmenter par la bande la séquestration du carbone. Le sol, c'est un gros puits de carbone. Il y a eu de libération au fil du temps. Il faut comprendre que le sol, il est vivant, puis il faut le nourrir. Les défis, il y en a. Il faut identifier les pratiques limitant les pertes, ou encore mieux, ceux qui peuvent accumuler le CO2. Il faut développer des outils de mesure au Québec pour savoir de où on part. Ça prend de la recherche, ça prend du financement, ça prend du partage de connaissances,
Ça prend des gens impliqués dans tous les domaines, de près ou de loin, avec l'agriculture. Puis surtout, je pense que le plus grand défi, c'est l'humain lui-même face au changement, face aux peurs, face aux discours qu'on entend ici et là. Ça vient souvent des visions différentes, mais à la base, on est tous capables de s'asseoir et de se parler. Comment ça se passe chez nous? J'ai le goût de faire mieux, faire partie du changement, l'adoption de pratiques bénéfiques, puis la participation à plusieurs projets. Il y a de la recherche qui se fait, ça prend des agriculteurs qui se lèvent pour dire « venez sur nos terres, on veut avancer ». Les projets pilotes. Le premier, les fermes laitières engagées pour le climat. Ça se trouve être 32 fermes laitières. On va quantifier les émissions de CO2 à la ferme, puis développer des modèles, mais développer un modèle à base des modèles canadiens déjà existants pour comptabiliser. Ça, c'est effectué par l'OGIAG, puis c'est eux aussi qui viennent mesurer le carbone dans le sol avec des échantillons de sol. Le processus est sur 5 ans. Le but, c'est d'émettre un plan de transition pour les fermes avec, il y a à peu près, on peut dire au moins une vingtaine de cibles qu'on peut travailler dessus. Puis on établit pour chaque ferme les cibles que les fermes veulent travailler dessus. On sait d'où on part, on voit la transition, ce que ça peut apporter, puis on voit les résultats. Puis le projet, il est financé par General Mills. Il y a d'autres projets aussi, il y en a un avec AgroPer. Il y a le projet avec AgriClimat aussi, qui est un peu semblable. Un autre projet pilote qui vient juste de voir le jour, c'est Laboratoire Vivant, avec les centres de recherche. Ce que ça se trouve à faire aussi, c'est sur 5 ans. Là, les chercheurs viennent sur nos fermes, viennent mesurer nos pratiques. On établit des pratiques bénéfiques. On les teste à la ferme, ils mesurent à la ferme. Parce qu'un producteur, ça a tout sauf le temps de mesurer ces choses-là. Puis, ce que je trouve intéressant des projets pilotes comme celui-là avec General Mills et le GIAG, puis, moi, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a Régénération Canada aussi. C'est un peu le centre de ce projet-là. C'est de voir la ferme de façon holistique. L'interaction entre les sols, les animaux, les humains, la société, on le voit globalement, parce qu'ils sont tout le temps interreliés. Les pratiques bénéfiques. Ce qu'on essaie de mettre en place beaucoup, c'est les pratiques de l'agriculture régénératrice que j'ai mis à l'écran. Première des choses, le contexte. Chaque ferme est différente. Il y a des cultures différentes, il y a des valeurs différentes, des infrastructures différentes, des capitales financiers différents. Les sols sont différents, la topographie est différente, les équipements sont différents. Donc, il faut commencer par établir le contexte de la ferme. Il n'y a pas une ferme qui va gérer pareil pour tout ce que j'ai nommé. Ensuite, garder les sols couverts. Garder les sols couverts à l'année, ça garde le sol frais. C'est frais, ça réchauffe un peu moins vite. Puis ça évite gros le splash de la pluie. Quand la pluie tombe sur un sol avec des résidus, la gouttelette ne fait pas la même chose que si elle tombe direct sur la terre. Minimiser les perturbations, toutes les perturbations par les tracteurs, le travail du sol, quand on va chercher la culture, il y a une perturbation, les perturbations chimiques, les applications de pesticides. Ça va jusqu'aux perturbations des animaux lorsqu'ils passent sur les pâturages. Maximiser la biodiversité, les rotations de culture, ça maximise les plantes qui vont passer sur le cycle. On parle de la biodiversité des plantes,
la biodiversité des micro-organismes dans le sol, la biodiversité aérienne, tous les insectes, tous les oiseaux, les pollinisateurs. Puis je rajouterais là-dessus, pour la biodiversité, il faut le voir différemment aussi, mais pour chaque insecte nuisible sur une ferme, puis partout, il y a 1700 insectes prédateurs. Ça apporte. Mais il faut les garder, ces insectes-là, sur nos terres, si on veut qu'ils travaillent. Des racines vivantes à l'année, ça, c'est surtout pour nourrir le sol. Puis aussi, s'il y a des racines vivantes, il y a une plante vivante. S'il y a une plante vivante, ce qu'elle fait, c'est la photosynthèse. C'est le processus pour séquestrer le CO2. Fait que le plus longtemps possible des plantes vivantes sur l'échelle du temps. Puis, le plus dur, l'intégration des animaux. Ça se trouve être le plus dur parce qu'au fil du temps, on a sorti les animaux de la terre pour des raisons dites économiques, de performance, puis de rendement. Puis là, pour les sols, c'est de les réintroduire. Mais la génétique a évolué, l'humain a évolué, tout a évolué, les infrastructures. Donc ça, c'est la partie qui demande le plus d'ouverture. J'ai quelques photos des pratiques. Mes notes ne sont pas en ordre non plus. J'ai travaillé trop tard là-dessus hier. Là, je vais parler surtout je vais parler des photos, mais je vais parler aussi des valeurs économiques pour le producteur. Ce qu'on voit, au fond, ça, c'est un semis de blé d'automne en semi-direct sur mon retour de maïs en silage. L'effet bénéfique de ça, le semi-direct, ça demande moins de... J'ai pas besoin de travailler le sol. J'y vais direct, j'économise du fioul, j'économise du temps. Par la bande, j'économise de l'argent. Je couvre mon sol. À côté, c'est une culture de couverture après un blé. Fait. Les deux, dans le fond, je limite l'érosion au maximum. Ça, c'est des plantes en train de séquestrer du carbone quand il pourrait avoir juste rien. J'aurais pu ramasser mon maïs en silage, laisser ça là. Ça, c'est sur un retour de blé d'automne battu au mois d'août. J'aurais pu laisser ça aller. Je rajoute des plantes. Ils viennent minéraliser mon fumier que j'ai appliqué avant. Limite les pertes d'érosion par le vent, par l'eau. Meilleure qualité de l'eau. Les racines, ils jouent un rôle. Meilleure infiltration. Je nourris mes micro-organismes. Je vais passer à d'autres photos. Ça, c'est 2 photos dans les champs de maïs en silage que j'ai mis un intercalaire. Un intercalaire, ça se trouve quand mon maïs il y a à peu près 4 feuilles, je viens dans l'entre-rang mettre des plantes. L'effet bénéfique de ça, bien évidemment, il y a à peu près 5, 6, 7 espèces de plantes là-dedans. Je nourris plusieurs micro-organismes dans le sol. J'amène de la biodiversité aérienne. On voit des fleurs de trèfle. Je nourris les pollinisateurs. Puis ça ne m'empêche pas de faire mon maïs aussi. Ici à côté, c'est un début de projet expérimental pour chez nous. Au lieu de faire du conventionnel de maïs, les rangs sont aux 30 pouces. Je colle 2 rangs de maïs ensemble aux 8 pouces. J'ai beaucoup plus grand d'espace que moi j'appellerais pour m'amuser. Le couvert bénéficie de plus grands rayons de soleil. C'est mes petits panneaux solaires, ça. Comment ça coûte? Pour moi, ça ne coûte rien. Et j'ai plus de bénéfices, je n'ai pas besoin de le calculer. Comment ça coûte perdre nos sols qui finissent dans le fond des lacs? C'est pas comptabilisé. Comment ça coûte les pertes de matière organique? On le sait qu'ils sont là, ils ne sont pas comptabilisés. Comment ça coûte faire de la compaction dans nos sols, faire des traces. Ça améliore beaucoup la portance. Une année comme cette année, là, avec l'eau qu'on a eue, nous autres en Estrie, j'étais bien content d'avoir des plantes vivantes où ce que les tracteurs passaient. Là, ça limite beaucoup la compaction.
Ça améliore l'infiltration d'eau, la rétention d'eau. Parce que cette année, c'était la pluie. Et l'année prochaine, ça peut être la sécheresse. Puis l'année prochaine, je vais venir semer mon maïs dans l'entre-rang. Fait que c'est comme si cette année, je laissais l'entre-rang, une culture de couverture, bâtir ma structure de sol. Puis l'année prochaine, je vais venir en bénéficier. On va voir un peu plus loin aussi ce que ça apporte. Non, mon maïs s'en va pour mes vaches. Si on voit un peu la photo là-bas, c'est quand on l'a implanté, au milieu de la saison. Puis quand on parle de ce que ça pourrait rapporter, si on se tasse complètement au fond, c'est un graminé. Les racines, je les ai secouées un peu. On voit l'épaisseur. Ça l'est la vie microbienne. Ça, c'est ce qui travaille à la fertilité. Ça, c'est ce que j'ai pas. Ça, ici à côté, c'est deux légumineuses. Pendant la saison, eux autres m'ont fixé de l'azote. On a de l'azote gratuite en haut de nos têtes. On met des plantes et elles transforment. Ça va être bon pour mon maïs l'année prochaine. Je n'aurai pas besoin d'en acheter autant puis d'en mettre autant. Puis ça, c'était tout dans le même pelleté de terre. Ici, ça se trouve être juste une motte de terre. Ce qu'on veut voir, c'est des agrégats, des racines avec des mycéliums. Un des problèmes, c'est qu'on a beaucoup de bactéries. Nos sols sont rendus hyper hauts en bactéries. Ça prend un bon ratio de champignons puis de bactéries. Puis ce qu'il y a dans des sols élevés en bactéries, la plante qui pousse le mieux, c'est les mauvaises herbes. C'est plus acide. Tandis que quand la bactérie a fait sa job, le champignon, lui, va le transporter dans la plante en haut. Puis évidemment, ce qu'on recherche, c'est qu'un sol en santé, c'est beaucoup plus autonome, beaucoup moins besoin de fertilisants, beaucoup moins besoin de chaud, économie de diesel quand on va à semi-direct. Ça demande son lot de challenge. Puis ça, pour moi, ça se trouve être important pareil aussi. Un bourdon, on voit je l'ai bien nourri. Papillon monarque, la biodiversité aérienne, c'est aussi important. Au Québec, depuis les années 1960, on a perdu 57 % de nos oiseaux. Moi, ça fait 5 ans qu'on fait de l'amélioration, puis aucun insecticide à la ferme, ni en traitement de semences, ni dans les bâtiments. Puis j'ai vu le retour des oiseaux, j'ai vu des espèces d'oiseaux que j'avais jamais vues. Puis j'ai vu des oiseaux que je me rappelais plus qui étaient là. Mais ce qui est le plus important, ce que je retiens aussi des fois, c'est que ça va tellement vite, on s'en rend pas compte, on en perd un peu tout le temps. Puis ça paraît pas, puis tu lis des articles, puis là, ça vient te toucher, puis là, tu te rends compte que c'est vrai, j'en ai plus des rondelles chez nous, les chardonnerets sont plus là non plus, quand j'étais petit cul, ils étaient là. Mais là, c'est beau, ça prend pas de temps, ça prend 2-3 ans de changement, puis ça revient, là, ça se réinstalle. Puis ça, c'est ce qui fait partie un peu du changement. Si tu veux faire des petits changements, change tes manières de faire. Si tu veux faire des grands changements, change ta manière de voir les choses. Un sol en santé produit des aliments en santé, de la densité des aliments pour nourrir une société en santé. Puis pour une planète en santé, ça a été dit avant aussi, mais consommer moins, consommer mieux. Je me suis rajouté une petite note aussi. L'agriculture qui favorise le rapprochement avec la nature est bon pour les gens qui y travaillent. C'est bon pour la société, pour l'environnement, puis c'est beau. Merci.
Allô? Allô? OK. Merci beaucoup pour cette présentation bien imagée. J'ai envie... Moi, ça me touche particulièrement, cette présentation-là, parce que ça fait des années que je me dis... Puis je suis pas en agriculture, hein. Moi, mon domaine, c'est la périnatalité. Mais je me dis que c'est l'endroit où on devrait mettre le plus de subventions en ce moment pour permettre une transition de l'agriculture qu'on a transformée en agriculture industrielle vers une agriculture où on régénère les sols, qu'on nourrit la biodiversité, parce qu'on l'a tellement détruit partout que si au moins on peut la ramener à cet endroit-là, puis moins polluer. C'est une des choses qui me semble le plus facile à faire avant de diminuer même des voitures des fois, ou d'autres choses qui nous semblent, on ne sait pas comment on va faire, mais ça, on sait comment on pourrait faire. Puis j'ai bien hâte que collectivement, on investisse dans cette transition-là. Fait que... Je vais prendre vos questions. Oui, parce qu'on enregistre, il faut que tout le monde parle dans le micro. Pascal, ma question, en fait, c'est justement par rapport à ça, j'aimerais ça, si tu peux nous parler un peu de, ça a l'air de quoi l'aide ou le soutien que tu reçois pour faire ces changements-là au niveau gouvernemental, l'UPA, qui que ce soit qui t'aide et comment? Il y a les programmes Prime Vert, l'établissement des cultures de couverture, les intercalaires, les bandes riveraines élargies. Ensuite de ça, c'est sûr, les projets pilotes, ça l'aide pour quantifier, venir mesurer. Puis, c'est sûr que ça prend une certaine volonté des producteurs. Des fois, quand tu y crois, des fois, c'est moins tannant de le faire soi-même que d'aller chercher des subventions. Et on est quand même loadé. Des fois, juste un peu plus de paperasse, c'est celle de trop. Sinon, vouloir changer les choses. Ah oui. Allô, merci pour la présentation. C'est ça, c'est un peu en lien avec ce que vous venez de dire, en fait. Moi, je me demande qu'est-ce qui vous a convaincu, parce que on voudrait que les agriculteurs adoptent ces pratiques-là partout au Québec, mais partout dans le monde, en fait. Mais c'est tellement difficile pour les agriculteurs tout le temps. Vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas beaucoup de temps. Puis, on voudrait encourager les agriculteurs à le faire davantage, mais on ne veut pas leur mettre un fardeau supplémentaire sur les épaules non plus. Mais qu'est-ce qui vous a décidé, vous, puis qu'est-ce qui peut être un déclencheur, vous pensez, pour vos collègues un peu partout? Bien, je pense que c'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui. Pour aller semer cette espèce d'élément déclencheur-là que ça prend. Il faut que tu viennes toucher les gens, il faut que tu viennes toucher les producteurs, mais il y a des méthodes d'agriculture qu'on ne peut pas continuer encore pendant 100 ans. On le voyait, les ressources sont très limitées aussi, là, même les ressources de potasse et les ressources de phosphore. Pour les engrais, c'est limité aussi. On est très aux aléas, surtout dans les dernières années, là, dans les changements de prix des intrants. Là, ça a augmenté de façon pas possible. Donc, si on veut se créer une certaine résilience, il faut s'ouvrir les yeux, il faut regarder le modèle qu'on a actuellement et dire, bien, il faut le changer un peu, il faut l'adapter, puis il faut en parler. Quand je viens d'en parler, j'essaie de toucher quelques producteurs qui vont essayer des pratiques chez eux, puis d'essayer de faire un maillage d'échange aussi, c'est beaucoup plus facile. Là. Des pratiques que j'ai faites chez nous qui marchent moins bien, mais je peux les partager. On gagne du temps. Fait que tu viens de toucher les producteurs, les sensibiliser, je pense, puis c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui. Oui. Ton exposé, ça touche pas mal la séquestration du carbone, dans le fond. Moi, j'ai vu dans un rapport de l'Université Laval là, qui faisait une étude là-dessus, là, que si c'était
assez généralisé là, dans beaucoup de fermes au Québec qui pouvaient aller rechercher. On disait que la production de gaz à effet de serre, c'était environ 10 sur l'ensemble des fermes au Québec. Là. Puis ça mentionnait que le fait d'adopter des pratiques culturelles comme ce que tu dis aujourd'hui, là, que ça compenserait presque en totalité les émissions de gaz à effet de serre que les fermes produisent. Mais en fait, c'est plus un commentaire que je mentionne là. Fait que là-dessus, probablement que tu as ton opinion ou tu as peut-être vu des choses là-dessus. Là. Moi, c'est surtout un commentaire que je faisais sur la conférence qui serait probablement important à souligner aussi, là, que ça peut être une alternative à la production d'énergie si ça permet de séquestrer le carbone, diminuer les gaz à effet de serre. C'est un peu mon commentaire surtout. Oui, c'est ça. Bien, les fermes, l'agriculture, c'est 10 des GES total produits. Puis, c'est ça. Le 10 on peut leur diviser sur les fermes. Là. C'est ça, il y a la fermentation entérique là, pour 50 gestion des lisiers, il y a un bon 35 c'est les cultures. Mais, tu sais, on peut, sur nos fermes, faire des réductions. Moi, avec le rapport, on le voit déjà, là, on peut faire des réductions, mais ce qui est intéressant, c'est le potentiel qu'on peut en séquestrer aussi. Hein, puis c'est bénéfique. Hein. Ça, c'est la partie intéressante. Il faut couvrir c'est là où il faut couvrir les sols tout le temps. J'ai une question ici. Oui, tantôt, tu disais que le plus grand défi, c'était de réintroduire des animaux dans les champs. Et est-ce que toi, tu as commencé ou est-ce qu'il y a une réflexion qui se fait là-dessus pour justement ramener des animaux dans les champs? Oui, on a commencé. J'ai ri parce que c'est pas un succès encore. On parle d'infrastructure. Je pense que notre élément limitant, c'est le temps. J'ai fait de la clôture, puis tu sais, de la gestion de pâturage. Il y avait une lacune, c'est pour ça que ça a été tassé. C'est pas de faire une clôture, envoyer les animaux dedans. Là, il faut que tu les gères. Là, fait que il faut qu'ils restent en gros. Il y a plusieurs modes de pâturage, mais souvent, c'est une parcelle par jour. Fait que, dans mon cas, c'est ça. C'était une parcelle pour l'année. Fait que, tu peux pas t'attendre à un résultat bénéfique sur les animaux. Là. C'est pas la manière qu'il faut le faire. Donc, faut que je le planifie mieux, puis ça va être mieux. Mais oui, j'ai l'intention de continuer. J'ai une question ici. D'abord, petit commentaire, te dire que tu es un très bon communicateur, peut-être très à l'aise dans le champ, mais très intéressant aussi à entendre. Je voulais te le dire. Merci. Et ma question, c'est est-ce que vous avez un appui des formations? Est-ce que l'UPA joue un certain rôle dans cette volonté de transformation? Vu de l'extérieur, ça ne me semble pas très évident. Il y en a. Je pense que ce qui est le plus dur, c'est il manque de chiffres pour les convaincre, les producteurs. Tu sais, souvent, si je vais mettre un raie gras bien simple là, dans un intercalaire entre mes rangs de maïs, tantôt, le commentaire était passé, ça rapporte quoi? Mais la question, c'est ça pareil. Là. Le producteur, s'il a pas assez d'infos sur ça rapporte quoi, sur tous les bénéfices, ça peut être une dépense. Puis j'en ai, pour en avoir déjà fait par le passé aussi, parce qu'il y avait des programmes incitatifs, je mettais le raie gras, puis quand il n'y avait plus de programme, bon, ça a donné quoi? Mais tu sais, ça dépend du contexte puis de ce que je faisais dans la gestion holistique de toute ma ferme. Là. Tu sais, si juste la pratique elle-même, c'était une dépense de temps puis une dépense d'argent. Mais si on le voit différemment de tous les bénéfices que ça apporte, ça, c'est plus rentable. Puis dans les projets pilotes, c'est ça. Tu sais, ce que je trouvais
je trouve qu'il y avait un certain manque de ressources au Québec là, pour, mettons, on va dire, pour tout ça. C'est ce que les projets pilotes, ça, c'est ce qui va être très le fun, c'est qu'on va avoir de la formation. Il y a de la formation, elle va pouvoir être véhiculée. Puis, c'est de rassembler, c'est ça, les chercheurs. Il y en a un peu de formation, mais c'est de la partager at large. Hein. Puis de l'essayer sur nos fermes. Puis... Je sais pas. La question, c'était est-ce que le ministre de l'Agriculture vous aide? Les ministres, ils ont leur job. Ils veulent garder leur job. Ça répond à la question. Je vous prête quelqu'un d'autre. OK. Hey, sais-tu, question très technique. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce que c'est possible de faire du maïs sans Roundup? Sans? Roundup. C'est ça que tu fais, toi? Non. Oui, ça se fait parce que le bio, ils en font. OK. Il n'y a pas un modèle parfait. Dans chaque modèle, il y a du bon bio, il y a du mauvais bio, il y a des bons conventionnels, il y a du mauvais conventionnel. Et c'est la manière que tu gères. On va dire dans le conventionnel, parce que dans le bio, tu peux cercler entre tes rangs, mais là, un cerclage, ça se trouve être un travail de sol, ça se trouve être une perturbation. Il y a des manières de gérer le glyphosate aussi. Pour faire une parenthèse sur le glyphosate, il passe pour le méchant loup parce qu'il est trop utilisé tout le temps, partout. Il y a moyen de réduire le glyphosate. Des pratiques qu'on fait à la ferme, au niveau de cette année, c'est qu'on acidifie l'eau. Puis en acidifiant l'eau, une meilleure eau de qualité pour l'arrosage, puis en acidifiant l'eau, on peut couper la dose de moitié. Fait que si on prend ça et on l'expotentialise, ben on réduit pas mal l'exposition au glyphosate. Les méthodes, plus les producteurs vont essayer de choses, plus les méthodes ils vont se développer, puis on pourrait y arriver. Sans travail de sol, sans glyphosate, il y a du chemin à faire. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? C'est une question au niveau production animale. Oui. Quand vous parlez des pâturages, moi, j'ai l'impression que vous allez nuire à votre production le jour parce que les étés sont rendus suffocants. Les animaux vont subir les effets. Il y aurait du pâturage, mais seulement que la nuit. Est-ce qu'en pratique, ça se fait à quelque part? Oui, ça se fait. Il y en a quand même plusieurs producteurs laitiers au pâturage. Puis on a déjà toutes les fermes. Souvent, sont toutes ventilées. Le confort, il est là. Quand il fait trop chaud, t'es rentres. Tu peux les envoyer juste la nuit. Ça dépend de ton mode de production. Il y en a qui sont à robot. Des fois, c'est plus dur. Tu peux avoir des haies d'arbres. Tu peux... mais oui, plus il va faire chaud, plus ça va être dur sur les animaux. Merci. Je suis juste surprise un peu par ta réponse à la question sur le glyphosate. J'avais dans ma compréhension que le couvert permanent permettait d'éviter une grosse partie des mauvaises herbes. Fait que ça me surprenait que... ta réponse me surprenait, en fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Que j'en utilisais ou que... Non, la question de... En bio, ils peuvent sarcler, mais c'est une perturbation. Mais je comprends qu'on sarcle pour enlever des mauvaises herbes. Mais quand tu as un couvert permanent entre tes rangs, dans ma compréhension, ça évite justement les mauvaises herbes. Ça les empêche de prendre le dessus. Dans quelle mesure le glyphosate est encore nécessaire? Je ne comprends pas bien. Oui, c'est bon. Si on... Mon couvert qui est là, entre mes rangs de maïs, il va être détruit par le gel. Donc, le printemps prochain, j'arrive, je sème mon maïs, puis le temps que mon maïs sorte, les mauvaises herbes ressortent. Pour le désherbage mécanique,
C'est vraiment plus facile maintenant avec l'autopilotage des tracteurs. Il y aurait peut-être intérêt à essayer d'ajuster ces machines pour passer vraiment le long du rang pour les cultures sarclées. Et puis, moi, ça fait 23 ans que je fais ça. Et puis, ça donne des bons résultats. Sauf que l'industrie nous fait croire que s'il reste un plat de mauvaises herbes dans le champ, que tu manges ta récolte, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Les mauvaises herbes, ça dépend à quel stade elles arrivent dans la culture. Quand les grains sont formés, s'il vient des mauvaises herbes, ça n'a pas d'influence sur la culture. Et puis, ça sert d'engrais vert pour l'année suivante. Ça fait qu'il y a des moyens. Puis, pour les oiseaux, moi, j'ai 23 nichoirs sur ma ferme pour des hirondelles bicolores. Puis, effectivement, au bout de 3-4 ans, les nichoirs ont tous été remplis. Ça fait que vous êtes sur la bonne voie. Puis, juste pour complémenter, vous avez mentionné de quoi intéressant, c'est la pression de l'industrie. Ça joue pour beaucoup. Mais c'est ce que j'aime du partage entre les producteurs biologiques, les producteurs conventionnels, c'est de pouvoir s'adapter ensemble, d'aller chercher ce qui se fait bien dans une ou dans l'autre des productions, puis échanger. Puis c'est pour ça qu'il y avait le contexte. Quand on parle c'est ça, il va y avoir une grande évolution, c'est ça, au niveau du désherbage mécanique. Les robots s'en viennent aussi, ça se trouve être autonome 24 heures sur 24. Donc, puis tout contrôler GPS, là, tu le laisses aller dans ton champ, il voit les mauvaises herbes, puis il désherbe quasiment un à un, puis c'est autonome, là. Ça va être une grande percée aussi. Donc, créer des CUMA pour l'achat de machinerie, pour les GPS, Autotrack et tout. Donc, ça fait partie de cette évolution-là. Oui. Moi, j'avais une question. En fait, je suis productrice laitière aussi. Puis, les producteurs laitiers du Canada ont voté une résolution de carboneutralité d'ici 2050. J'aimerais savoir ta vision. C'est quoi un peu les bonnes pratiques que tu penses mettre sur votre ferme, en fait, pour atteindre cet objectif-là? Là, je sais qu'on parle beaucoup de panneaux solaires et tout, là, mais précisément sur ta ferme, ce serait quoi? Pour l'atteindre la carboneutralité, ouais. Ça va être tough. Mais ça a surpris les producteurs de lait du Canada. Il y avait comme pas le choix aussi. Là, c'est des fournisseurs de l'industrie, puis on entend partout parler de la carboneutralité. Mais si les compagnies pétrolières ils ont comme mandat aussi d'atteindre la carboneutralité, il n'y a aucune raison que les producteurs laitiers n'arrivent pas avant eux autres. À part s'ils ont sûrement plus d'argent côté marketing pour nous faire accroire bien des choses. Non, c'est ça. Au niveau des cultures, j'ai présenté tout ça. Au niveau de l'élevage, c'est vraiment de réduire au maximum le besoin de la relève pour les vaches laitières, là, de ne pas toutes les garder. Si on garde tous nos animaux, il faut les nourrir. Si c'est des dépenses, c'est tout et tout. Après ça, il y a une partie gestion des fumiers. Il va y avoir plusieurs études qui vont sortir là, sur la gestion liquide, la gestion solide. C'est en développement. Je vais faire une parenthèse aussi sur ce qu'on entend sur la fermentation entérique, le fameux production de méthane par le bétail, le CH4. Pour ma part, ça se trouve être un peu jouer avec les mots, un peu un mythe, pour la simple et bonne raison que l'agriculture totale, là, quand on parle d'agriculture, toutes les grandes cultures, production laitière, c'est 10 des GES. La fermentation entérique, ça se trouve être un 50 %. Fait qu'on parle de... Quand on ramène... C'est parce qu'on prend le méthane, on l'isole, puis après ça, on dit que le bétail est responsable. Les productions... Je vais
recommence ça. On dit que le bétail produit, admettons, 40 % de la production de méthane totale. Fait que là, puis là, on dit que le méthane, il est 28 fois plus réchauffant que le CO2. Fait que là, on fait comme, waouh! Mais là, quand on prend le méthane produit, mettons, moi, je parle de, c'est 5 % en fait. Le bétail, c'est 5 % des émissions totales de GES quand on la reconvertit en CO2. Puis le méthane, il y a une durée de vie de 10 ans dans l'atmosphère. Le CO2, 800 à 1000 ans, je pense. Donc, si il est recyclé au bout de 10 ans, c'est peut-être parce qu'il a besoin d'être là. Il fait partie du cycle. Parce que les ruminants, ils étaient déjà là avant même que l'agriculture change. Il y avait des dizaines de millions de bisons en Amérique du Nord, puis c'est des ruminants. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Fait que c'est pour ça que je pense que l'écosystème pour les sols, numéro 1, ça se trouve être les prairies pérennes. Puis ce qui mange des prairies, c'est des ruminants. Fait que plus on va essayer de sortir les animaux de ça, pire ça va être. Ça, c'est mon avis. Là, j'ai une question, en fait, ou en tout cas, je veux parler. Pour le colloque ici, j'ai essayé de faire venir des agriculteurs. Je suis allée chez des agriculteurs pour leur dire, vous allez avoir des choses à entendre, là, ça va être important que vous veniez. Il a fait beau, finalement, un petit peu. Fait qu'il y a pas... Est-ce qu'il y a des agriculteurs dans la salle? Combien? Bravo! On est content de vous avoir. Donc, je suis un peu déçue parce qu'il y en a que je voulais qu'ils soient là puis qu'ils ne sont pas là. Mais j'aurais bien aimé ça qu'ils entendent ce que vous aviez à dire. Je suis en train d'étudier la permaculture. Je trouve que ça ressemble. Il y a beaucoup de traits là, qui ressemblent à ça. Ma question, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce que vous pouvez faire encore plus? Dans le fond, parce que dans le fond, vos terres sont mieux, sont plus... on parlait de captation du carbone. Là, vous parlez de la captation du carbone. Après ça, vous allez parler du méthane. Par rapport au méthane, c'est quoi le processus qui peut faire... parce que la ferme que j'ai consultée, ils parlaient de tout ça. Eux autres, ils essayaient de prendre le méthane puis de faire quelque chose avec. C'est quoi le procédé? Est-ce que vous le connaissez? Bien, pour le méthane, admettons, pour les animaux, il y a une partie génétique aussi. Là. Il y a une partie de la population des vaches laitières qui émettent moins de méthane aussi. OK. On peut travailler là-dessus. Ça a été identifié par des compagnies. OK. On peut travailler sur l'alimentation. Ça, c'est plusieurs projets de recherche, voir comment l'alimentation du bétail affecte la production de méthane. Puis, puis ça aussi, le méthane, quand je parle que c'est un mythe, là, parce que, quand on expose ça à large, on dit qu'il y en a beaucoup, mais, nous, moi et un autre producteur, on s'était posé la même question, mais on a dit, bien, c'est bien simple. Moi, ma fosse est en dessous de mon étable, puis les vaches sont par-dessus. Fait que j'ai dit, si je ferme mes 4 murs, j'ai des cheminées en haut, on ramasse tout mon air, puis on va le traiter, on va le procéder, on va le... Puis il y a des compagnies qui travaillent sur le méthane dans les mines. Puis mon ami producteur, il les a contactés, puis il a dit, oublie ça, là. Il n'y a pas de concentration de méthane dans les vaches laitières, donc on ne pourra pas rien faire. Ça va coûter tellement cher pour retirer peu. Il n'y en a pas assez. Puis c'est la même affaire quand tu vas voir les compagnies. Tantôt, il y avait une question, c'est Biodigester. Puis nous autres, à Quaticook, il y avait un projet. Puis ceux qui faisaient ça, les biodigesteurs, ils disaient les biodigesteurs, c'est qu'on vient chercher, on vient chauffer le lisier des vaches pour en extraire le méthane, pour en faire un gaz naturel renouvelable. Puis il dit le problème, c'est qu'il n'y en a tellement pas assez, ça devient des biodigesteurs inefficaces juste au lisier de vache. Ça prend du fumier solide, ça prend plusieurs autres matériaux. C'est pour ça que je pense qu'on en parle, c'est trop surexposé pour vraiment le problème que c'est supposé d'être. Allô, allô? Merci. Dernière question, allez. C'est plus un commentaire.
parce que j'ai été producteur laitier. Puis, quand il est question de pollution, les premiers blâmés, c'est les agriculteurs. Quand la couche d'ozone, c'était nos vaches qui pétaient. Puis, quand les algues bleues, c'est nos fertilisants qui sont dans les cours d'eau. Ça vient assez agressant à la longue. Puis j'aime ça que vous ayez fait cette démonstration-là, que finalement, c'est pas tant que ça, mais on est toujours les premiers pointés du doigt. Oui, c'est bon. Puis je pense que l'attitude à avoir, puis on pourrait faire pareil, les producteurs, pointer du doigt les villes, la gestion des égouts, les riverains, puis ceux qui travaillent la forêt, puis tout, mais on avance à quoi pour vrai? Fait que je veux montrer ce qu'on peut faire sur nos fermes, convaincre les autres producteurs, s'améliorer soi-même, puis de prouver qu'on peut faire partie du changement, puis de revoir la société en arrière de nous autres qui nous encourage. Puis des fois, tu reçois juste un commentaire. Des fois, je reçois des lettres de citoyens qui félicitations, tu pensais à tel projet, si ça, puis juste ça, c'est encourageant de dire on continue. Puis... Mais oui, pour vrai, il faut être fait fort. Il faut être fait fort pour subir cette critique-là. Puis il y a une grosse industrie en arrière de nous autres aussi. Hein. Fait qu'il faut naviguer là-dedans. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Bon, tout à l'heure, à cause de la panne de courant, je n'ai pas pu vous montrer le logo de Vendélu quand ils se sont présentés, donc je vous le montre maintenant. Bon, je ne passerai pas tout de suite à la prochaine, ça va avec mon petit speech de fin. Je me sentais avec une grosse charge sur les épaules hier soir à me dire, c'est une grosse responsabilité, avec quoi vous allez partir d'ici, là? Un petit mot à la fin. Bon, j'ai fait de mon mieux. Alors, ce qui m'est venu, c'est que je crois que la véritable force d'une région, d'un territoire, réside dans ses habitants. Sa force pour amorcer un changement, sa force de résilience. Mais ça peut aussi être une force en dormance. On peut choisir collectivement de laisser faire, de ne pas se poser de questions, de suivre l'initiative qui vient d'en haut. Évidemment, je ne parle pas du ciel ici, bien que ces éoliennes vont être assez hautes pour y toucher. Mais je parlais plutôt en haut de la pyramide hiérarchique. Accepter la volonté, de suivre la volonté gouvernementale actuelle. Mais vous savez, le gouvernement change potentiellement tous les 4 ans. Et vous, combien d'années pensez-vous habiter cette région encore? Le territoire, selon moi, appartient au peuple qui l'habite. Et vous savez, je vais oser remercier ces promoteurs d'éoliennes d'être venus en catimini, un à un, nous vendre leurs projets, nous offrir à nous et à nos voisins de hauts montants en échange de signatures, d'être venus faire de belles promesses financières aux maires de notre MRC. Ils ont tenté de nous diviser, consciemment ou inconsciemment, puis je ne veux pas prêter d'intention aux gens qui sont venus faire signer des contrats, c'est pas ça, mais je ne veux pas non plus qu'on se leurre. Il faut tout de même reconnaître le modus operandi ou la manière que fonctionne l'industrie, puis ces multinationales-là. Ça a quand même passé par un, au lieu de passer par une initiative qui nous rassemble. Mais, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Bien, depuis le printemps, on se rassemble. Ça nous a sortis de notre zone de confort, de notre petit train-train quotidien. Puis dans la vie, bien, ça prend des déclencheurs pour amorcer un changement. Alors, je ne crois pas avoir besoin de convaincre personne ici de la nécessité d'amorcer une véritable transition écologique, surtout après toutes les belles présentations de la journée. Mon souhait est donc que ce déclencheur soit venu réveiller cette force en dormance chez nous pour la transformer en force de changement résiliente. À ceux qui nous accusent et nous accuseront peut-être d'être des personnes contre le changement ou contre le progrès parce qu'on questionne puis qu'on met un peu des bâtons dans les roues dans ce projet d'éolienne-là qui est supposément le progrès écologique dont on aurait besoin. Bien, je réponds que cette espèce-là, les gens qui sont contre le changement et contre le progrès, ne proposent pas d'alternative comme on a fait aujourd'hui.
Et là, je fais un petit lien avec les arts martiaux. Attendez, j'ai perdu. OK. Bon, vous connaissez, il y a des arts martiaux qui détournent la force de l'adversaire puis qui l'utilisent à leur avantage. Bien, c'est ce que le collectif Pour un choix éclairé vous propose de faire. Plus concrètement, nous souhaitons utiliser le momentum actuel pour mettre en mouvement cette transition écologique dans notre MRC. Et ceux qui viennent d'ailleurs, bien, je vous suggère de faire la même chose. Alors, même notre préfète et plusieurs participants du comité consultatif n'ont pas accepté notre proposition de changer la trajectoire du comité consultatif actuellement pour l'encadrement des éoliennes sur le territoire. Dans le fond, la proposition, c'était de laisser complètement tomber cette idée-là de faire un comité consultatif pour encadrer les éoliennes, mais de recommencer à zéro et de regarder toutes les possibilités. Mais donc, c'est pas parce que la MRC a refusé ça qu'on allait se dire « Ah, c'est dommage ». Donc, on a décidé que nous, on allait le faire, ce comité consultatif-là, qui va aller au-delà. C'était le premier pas aujourd'hui avec les conférences qu'on a eues, mais on va aller au-delà de ça pour consulter des experts puis aller plus loin pour concrétiser ce serait quoi les meilleures solutions chez nous. La brochette de solutions, on a entendu avec Michael qui nous disait de juste viser une énergie renouvelable, ce ne serait pas la meilleure solution. Donc, d'aller chercher, ce serait quoi la brochette de solutions la plus adaptée chez nous. Et je pense que c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense qu'on a le momentum là où on s'est tous un peu réveillés, on a tous eu un peu peur de ce qui s'en venait, puis on peut collectivement prendre ce déclencheur-là pour se forcer à faire un autre projet. Parce que si on n'en fait pas, eux autres, ils vont revenir cogner à la porte à chaque année, puis ils vont finir par arriver, ces projets-là qui ne sont pas conçus comme on les voudrait. Donc, c'est à nous de prendre les devants et de concevoir le projet qui va rassembler les gens ici et qui va être par le peuple, pour le peuple et pour l'écologie dont on a besoin. Alors, Madame Lucie Sauvé, qui a été ma co-animatrice aujourd'hui, merci beaucoup d'ailleurs, Lucie. Elle est spécialisée en transformation écosociale et elle a accepté de nous accompagner dans la mise sur pied de cette initiative. Et nous l'en remercions sincèrement. Alors, si cette annonce éveillait le moindre doute en vous que nous puissions réellement changer les choses et que ce projet énergétique, écologique, alternatif ne voit pas véritablement le jour, bien, je vous propose de faire de l'aïkido avec votre doute. Utilisez donc son énergie, sa présence dans votre esprit pour agir avec cette énergie-là à la place de rester dans le doute. Utilisez-la pour nous aider, pour faire en sorte que ce soit impossible qu'on l'échoue, notre projet. Car après tout, c'est l'union qui fait la force. Ce sont les idées, les couleurs et les forces de chacun des bénévoles qui sont avec moi qui ont fait le succès de notre mobilisation jusqu'à maintenant et de cette journée-ci. Puis, j'aimerais qu'on les applaudisse parce que... Ben oui, tous ceux qui ont participé, vous pouvez tous vous rasseoir, mais ceux qui ont été bénévoles, restez debout. Hein? On va les voir comme ça. Là, Jean-Philippe, lève-toi. Il y en a plein, là, qui sont en arrière. Il y en a qui ne sont pas ici, mais qui ont participé aussi vraiment à notre comité depuis le début. Monsieur Pierre Bouvet s'est pas levé, Christine, Simon qui est resté assis, bon, Monsieur Langelier. Alors, moi, c'est ça, je suis la porte-parole, mais toutes les idées puis les conférenciers qui sont venus ici, c'est pas juste à cause de moi, c'est parce qu'on est une équipe. Alors, merci aussi à vous qui avez été là, parce que c'est aussi ça le succès de notre journée. Puis à nos généreux conférenciers qui sont venus ici bénévolement,
Puis merci à toutes les personnes qui ont contribué financièrement aussi pour que ça soit possible et à toutes celles qui vont le faire avant de partir. Et puis, à nos autres collaborateurs aussi, là, on a eu des gens qui nous ont fait des prix d'amis, Spectec pour la technique, IGA de Nicolet aussi pour le buffet. Et Télécœur, merci pour la diffusion de belle qualité qui va avoir lieu de notre événement. Bien, de belle qualité, il va peut-être avoir des petites variations avec la panne de courant, mais on a eu quand même un service de captation professionnel. Et avant de vous quitter, il reste beaucoup du buffet qu'on avait commandé. On voulait être sûr de ne pas en manquer. Donc, si certains d'entre vous connaissent des endroits qui pourraient le distribuer aux gens qui en ont le plus besoin, là, parce qu'il faut quand même que ça soit mangé rapidement, ou en tout cas, s'il y en a d'entre vous qui veulent participer à la redistribution de ces surplus, venez me voir et Jean-Philippe qui est ici, on va s'arranger pour que vous puissiez en prendre puis nous aider à le distribuer. Donc, sur ce, merci encore d'être là. Puis, lisez nos infolettes. Merci à la Ville de Sainte-Monique aussi pour le prêt de la vaisselle. Merci à la Ludolettre pour le prêt de la vaisselle. Merci d'avoir dit ça. J'en ai manqué des bouts, mais ça, c'est très précieux. Mais c'est un gros job pour faire zéro déchet. Merci, Sainte-Monique. suffit.